Bonjour à tous. Merci à tous pour votre présence pour cette quatrième soirée de l'Actuarial Week qui est consacrée donc au thème finance et gestion d'actifs appliqués au monde de l'actuariat. Donc, moi, je m'appelle Damien Nuyen. Je suis actuellement en seconde année de l'ISUP, donc l'Institut des statistiques de Sorbonne Université, dans la mention actuariat. Et je serai un des co-animateurs de ce webinaire. Donc, Élisée, je te laisse te présenter rapidement. Alors, je m'appelle Atien Echi Élisée. Je suis aussi étudiant en Master 1 parcours actuariat au sein de l'USUP. Merci, Élisée. Donc, pour vous situer en bref ce webinaire, le déroulé de ce webinaire, donc on va commencer par une session de présentation de nos intervenants qui durera environ une vingtaine de minutes. On enchaînera ensuite avec une session de questions-réponses. Donc, on commencera par une ou deux questions d'Élisée et de moi, et on enchaînera ensuite avec les questions du chat. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande dès à présent de poser toutes vos questions donc, dans le chat, en précisant si possible la personne à laquelle vous voulez la poser. Et dans le cas contraire, l'intervenant qui se sentira le plus apte à répondre prendra la question. Et prendra la question, on soumettra, Élisée et moi, la question aux intervenants et ils répondront. Donc, je vous souhaite à tous un très bon webinaire et j'ai tout de suite la parole à Christelle. Bonsoir à tous. Je suis Christelle Cure. Alors, pour me présenter, je suis actuaire, j'ai fait l'ISFA, je suis sortie en 1995, donc c'était le siècle dernier. J'ai fait toute ma carrière, mon expérience professionnelle dans la finance et plus particulièrement dans la gestion d'actifs. J'ai démarré sur un poste de gérante de portefeuille dans un premier temps monétaire et obligataire. Je ne sais pas si tous ces termes vous parlent, mais en tout cas, c'était donc dans la gestion de portefeuille au sein de sociétés de gestion. Et puis, par la suite, j'ai évolué sur des positions plus de développement commercial tout en étant rattachée aux équipes de gestion. Alors, cette expérience professionnelle, je l'ai construite au sein de grandes sociétés de gestion, alors j'ai démarré au sein du groupe Caisse des dépôts, dans une société qui maintenant s'appelle Ostrom Asset Management. Et ensuite, j'ai rejoint en 99 AXA IM. J'ai géré pendant environ 17 ans des portefeuilles obligataires. Et puis maintenant, depuis un peu plus presque un an et demi, j'ai rejoint le groupe Lombard-Odier dans la partie Asset Management, où je suis ce qu'on appelle le Client Portfolio Manager. Je suis donc un peu un rôle de Deputy CIO pour le Fixed Income. Et donc, je suis maintenant basée sur Genève. Donc, j'ai aussi c'est un peu cette casquette maintenant d'expérience à l'international qui peut être utile. Merci Christelle. Donc, on va pouvoir passer à la présentation de Brice. Du coup, je m'appelle Brice Balbourou, je suis actuaire certifié et je suis senior manager chez Axiom Partners. Ce qu'il faut savoir sur moi, sur ma carrière, c'est je dispose de 10 ans d'expérience professionnelle. J'ai commencé ma carrière via un stage de fin d'études chez Aviva avec rédaction d'un mémoire d'actuariat pour l'obtention du titre d'actuaire, à l'issue duquel je me suis orienté directement vers une carrière dans le conseil, puisque j'ai passé 3 ans et demi chez Miniman, 3 ans chez Optimine. Et là, dans quelques mois, je vais commencer ma troisième année chez Axiom Partners. Mes sujets d'expertise, c'est S2, IFRS 17, MCEV. Mais mon vrai sujet d'expertise, c'est la modélisation ALM. Et c'est d'ailleurs pour cela que je suis aujourd'hui ici, pour la présenter. Du coup, la modélisation ALM, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou non, mais je vais essayer de vulgariser ça en 2-3 minutes. En gros, ce qu'il faut savoir, il y a deux points importants à savoir pour bien comprendre ce qu'est la modélisation ALM. C'est en fait l'activité d'assurance est soumise à 2 sources d'aléas. Le premier,
La première source, c'est l'émission des contrats. Et la seconde source, c'est la gestion financière des actifs de la société. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut savoir, c'est qu'une compagnie d'assurance vie est soumise à de nombreux risques. Et les risques les plus importants, c'est quoi? C'est le comportement futur des assurés. C'est-à-dire, on ne sait pas si demain, les assurés vont rester, tous nos assurés vont rester dans notre portefeuille ou non. Et s'ils ne restent pas dans nos portefeuilles, c'est que demain, ils vont racheter leur contrat. Et s'ils rachètent leur contrat, c'est souvent en lien avec la conjoncture économique. Et quand ils rachètent leur contrat, nous, les assureurs, on est obligés de désinvestir nos actifs pour pouvoir les payer. Et du coup, on va souvent les désinvestir sur un environnement économique qui nous est défavorable. Et du coup, on va réaliser des moins-values latentes. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est l'évolution des marchés financiers. C'est, on va dire, l'assureur vie, lui, il est impacté par les variations de taux, les variations du marché action, indice CAC, indice Eurostoxx, la volatilité des marchés actions, la variation des indices IMO ou même les écartements de spread. Et même le cours de change, donc on y est. Troisième gros risque, c'est des risques liés à l'adéquation entre l'actif et le passif. Quand on prend ces deux points ensemble, ce qu'il faut y retenir, c'est que l'inversion du cycle de production en assurance soumet cet équilibre à de nombreux aléas qui représentent autant de risques que nous, les assureurs, il conviendrait d'appréhender afin de sécuriser au mieux les engagements que nous, on a pris vis-à-vis des assurés et également afin d'optimiser le rendement lié aux actionnaires. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que c'est dans ce contexte-là que la modélisation ALM existe. Et la modélisation ALM, elle intervient à de nombreuses étapes clés pour la société d'assurance. Ça peut être la création de nouveaux produits, ça peut être la prise de décision stratégique et ou commerciale, ça peut être l'estimation des fonds propres réglementaires sous solvabilité 2, notamment dans des normes prudentielles comme solvabilité 2. Ça peut être le calcul de la valeur intrinsèque de l'entreprise, notamment dans le cadre de la MCEV. Ça peut être la projection des résultats, voire même des comptes de résultats dans le contexte d'IFRS 17. Et là, vous voyez que j'ai sorti dans une même phrase IFRS 17, S2, MCEV, et ce n'est pas pour vous rendre du rêve, mais c'est aussi pour que vous soyez conscient que voilà, la modélisation ALM, si on en a autant besoin, c'est parce que ces normes-là existent, parce que voilà, ces normes-là demandent quelque part une valorisation économique du passif. Voilà, je laisse la parole à Élisée ou Damien. Merci Brice pour votre présentation. Donc, on va pouvoir passer à celle de Laurent. Oui, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Alors, rapidement, moi, je suis de la même promo que Christelle, pardon, Isabelle. Christelle, donc ISFA 95. Donc, ça remonte effectivement à quelques temps. Donc, il y a eu pas mal d'étapes dans ma carrière pour arriver là où j'en suis. En gros, j'ai toujours été du côté financier de l'actuariat. Il y a un peu le côté actif, le côté passif. Moi, j'ai suivi le côté actif, donc la gestion d'actifs. Après, c'est un domaine qui est assez vaste. J'ai commencé en gestion pour des compagnies d'assurance. Donc là, c'est la gestion des comptes propres, des fonds en euros des compagnies d'assurance. Donc dans un cadre très réglementaire, encadré, avec des objectifs bien précis. Côté gestion obligataire, du coup. Puis ensuite, je suis passé dans la gestion OPCVM. Donc là, c'est les mêmes instruments, les mêmes marchés, toujours de la gestion obligataire, mais c'est dans un cadre un peu différent puisque on est, comme on dit, valorisé tous les jours. Donc on est comme on dit, en mark-to-market. Il y a une valeur quotidienne. On a un horizon un peu plus court terme. Et puis on a différents fonds qu'on essaie de promouvoir auprès des clients, différents types de clients, que ce soit institutionnels, des réseaux bancaires, des banques privées, etc. Donc voilà, donc j'ai commencé chez un assureur, comme je disais, chez Cardiff, avant que ce soit une filiale de BNP. Ensuite, j'ai bougé chez Société Générale Asset Management, dans une équipe qui était dédiée à la gestion des fonds d'assurance.
Puis j'ai rejoint AXA IM et à ce moment-là, je faisais plus d'assurance, de manière un peu paradoxale, mais je suis passé chez un assureur pour faire de la gestion au PCVM et c'est à cette occasion-là que on a pu travailler avec Christelle et Patrice aussi d'ailleurs. AXA IM et puis après j'ai rejoint le groupe Crédit Agricole en 2006 et j'y suis toujours puisque là je suis dans une filiale d'Amundi, donc Crédit Agricole à l'époque c'était Crédit Agricole Asset Management, c'est devenu Amundi en 2010-2011. Et puis là, je suis dans une filiale du Crédit Agricole, une toute petite structure de 45 personnes, mais qui est très représentative de ce qu'on peut, de la manière dont est structurée une société de gestion globalement, qui s'appelle BFTIM. Et là, maintenant, je suis responsable en fait des différentes équipes de gestion, c'est-à-dire une équipe de gestion obligataire, une équipe de gestion action, une équipe de gestion comme on appelle multi-asset, c'est-à-dire de la gestion diversifiée, qui fait un petit peu toutes les classes d'actifs. Donc voilà, donc ça m'a permis en fait à travers cette évolution de diversifier un petit peu mon champ d'action avec toujours, on l'évoquera peut-être, mais il y a toujours une dimension commerciale très poussée, même quand on est en gestion d'actifs. Voilà, pour moi, j'aurai l'occasion de développer si vous le souhaitez après, à travers vos questions, je pense. Merci Laurent. Et je passe la parole à notre dernier intervenant, Patrice. Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Patrice Odo. Aujourd'hui, je m'occupe de l'allocation d'actifs au sein de la Caisse des dépôts. Au niveau de mon parcours, j'ai fait l'ISFA à Lyon. Donc, je suis sorti en 2005. Voilà. Et en fait, j'avais fait mes études en actuariat parce que je voulais travailler sur les marchés financiers depuis que j'étais jeune et que ça permettait justement d'allier aussi bien le côté économie, le côté mathématique aussi qui était assez développé. Donc, c'est pour ça que j'étais parti sur l'actuariat. Et dès le début, tous mes stages, donc chez AXA IM, ensuite à la Caisse des dépôts déjà en alternance, j'avais fait que de la finance. Et je suis parti donc dès la fin de mes études ensuite au Canada. Donc là-bas, j'étais sales trader. Donc j'étais sur les marchés financiers à exécuter les transactions sur produits dérivés principalement. Donc des options, des futurs, un peu d'actions aussi, un petit peu d'obligations. Donc pour des clients institutionnels. Donc l'idée, c'était que j'ai fait ça pendant 12 ans. Donc des clients gestionnaires de portefeuille comme Laurent, par exemple, nous appelaient et on exécutait les ordres pour eux sur les différents marchés, aussi bien actions, sur du pétrole, sur du blé, sur des taux d'intérêt. Et donc j'ai fait ça pendant 12 ans. Et ensuite, je suis revenu en France en 2017 avec l'objectif justement de prendre un petit peu du recul par rapport à ce travail qui était très day-to-day, on va dire. Ce qui animait mes journées, c'était les publications économiques, le matin à 8h30, les chiffres d'emploi américains, les choses comme ça. Donc, je cherchais à prendre justement un peu de recul après 12 ans là-bas. Donc, c'est dans ce sens-là que je suis rentré à la Caisse des dépôts sur un poste justement plus de pilotage des portefeuilles, à faire l'interaction entre justement la partie plus passif et la partie active, puisqu'il cherchait justement quelqu'un qui était capable de parler les deux langages. Parce que ce n'est pas toujours évident en termes de gestion de comprendre pourquoi il y a un passif, quelles sont les contraintes, et inversement, le côté passif parfois a des difficultés aussi à comprendre pourquoi ça bouge les marchés, quelles sont les sensibilités, tout ça. Donc, et c'est là-dessus notamment que le travail d'actuaire, je pense, est important. C'est qu'on avait vraiment, lors de nos formations, cette double expertise qui est un peu construite dans nos têtes, on va dire. Et ensuite, les produits financiers qui existent, aussi bien des obligations que des produits dérivés, des CDS, des choses comme ça reste toujours de l'actualisation de flux, des espèces de contrats d'assurance, de choses comme ça. Donc, c'est pour ça que le métier d'actuaire est très bien situé entre ces deux mondes et qu'on peut faire ces deux mondes. Et donc, aujourd'hui, dans mon poste, je fais de l'allocation d'actifs. Donc, en gros, c'est de dire quel montant la Caisse des dépôts va investir sur des actions américaines, des actions japonaises, des actions françaises.
et les différents types d'obligations, crédits, souverains. Et puis, pareil, j'ai toujours un rôle d'interface en quelque sorte avec ce qu'on appelle une direction financière et les ALM pour toujours leur expliquer le rôle de la gestion, comment il est et quelles sont les contraintes à appliquer ou pas et comment on peut sortir de ces contraintes. Donc, voilà un petit peu pour mon parcours. Merci Patrice. Donc merci à tous pour vos 4 présentations. Donc on va pouvoir passer à la session de questions-réponses. Donc je rappelle également que de ne pas hésiter à poser toutes vos questions dans le chat afin qu'on puisse les adresser à nos intervenants. Donc dans un premier temps, Élisée et moi, on va poser quelques questions introductives. Donc au départ, je voulais que vous expliquiez un peu, on va dire, l'interaction entre actuariat et finance, mais au final, au travers de vos 4 présentations, je pense qu'on a quand même déjà un petit panorama qui est pas mal. Je pense, première question, un peu d'ordre académique. Donc si on souhaite s'orienter, prenons l'exemple d'un étudiant en actuariat, si on souhaite s'orienter en finance, est-ce que un cursus uniquement en actuariat suffit ou faut-il supplémenter sa formation par des masters spécialisés en finance et si c'est le cas, quels sont-ils? Alors, je peux peut-être... Si je peux... Ouais, vas-y, Christelle, si tu veux. Ouais. Alors, c'est vrai, quand on rentre dans l'univers de la finance, on se retrouve un peu en compétition avec des profils qui sont beaucoup plus variés. Ce n'est pas comme en assurance où finalement l'actuaire est un peu le tapis rouge devant lui. En finance, on se retrouve à être en compétition avec des grandes écoles de commerce. Moi, dans mon parcours, j'ai eu pas mal. Alors, si on parle de diplômes en France, ça va être des HEC, des ESSEC. Donc, en fait, effectivement, ce qui peut manquer à une formation actuaire qui est vraiment très centrée sur du calcul stochastique, des maths, des stats, etc., c'est plutôt la partie finalement plutôt corporate, la partie plus dédiée à la finance spécifiquement. Finance d'entreprise, tu veux dire? Ouais, c'est corporate ça, finance, ouais. En fait, analyse de société, etc. Ouais. En fait, plus globalement, le diplôme qui va être assez différenciant dans le monde de la finance, c'est le CFA. C'est même pas forcément, je suis pas forcément un master qui peut toujours être utile parce que ça peut faire une ligne de plus dans le CV avec le nom d'une école qui peut être bien reconnue. Mais le CFA, pour moi, c'est vraiment, en fait, je pense que Laurent, tu diras la même chose. Le CFA, c'est vraiment différenciant et c'est presque, à l'époque où on a démarré, c'était un nice to have. Maintenant, c'est carrément quelque chose qui est devenu presque nécessaire parce que toutes les personnes dans la finance, tous les jeunes le passent. Donc, si j'avais un conseil, c'est plutôt de regarder pour compléter sa formation avec le CFA. Oui, je suis assez d'accord avec toi, Christelle. Alors, je ne sais plus, je fais référence pas mal à la formation qu'on a eue nous, mais qui commence à dater un petit peu. Mais mon expérience à moi, c'est que quand on arrive en finance, alors on est arrivé, on connaissait beaucoup de choses théoriques, des formules mathématiques, comme tu disais, des processus stochastiques. On avait pas mal d'outils de valorisation, d'instruments dérivés, de choses comme ça. Donc, on avait tout le bagage technique. Après, la connaissance des marchés, la première fois que j'ai voulu acheter une obligation, on m'a dit, elle va acheter une obligation. Ouais, d'accord, mais je ne sais pas ce qu'il y a, quoi. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Donc là, c'était un peu la découverte. Et puis après, on apprend vite sur le tas. Donc, moi, aujourd'hui, si je dois recruter un gérant, alors un gérant débutant, donc en général, c'est plutôt un assistant de gestion au début. Quelqu'un qui a un profil d'actuaire, ça me va. Parce qu'il a la tête bien faite, il sait réfléchir, il a le bagage technique. Après, on lui apprendra tout le reste. Et normalement, s'il a fait un parcours d'actuariat, il saura vite comprendre tout le reste. S'il y a des choses à compléter, effectivement, et comme disait Christelle, décidément, excuse-moi,
J'ai passé l'après-midi avec une Isabelle, alors du coup. On est plutôt en concurrence. Alors, contrairement au passif, où là, effectivement, le poste d'actuaire, c'est un rôle bien défini. Côté finance, un actuaire, c'est un profil comme un autre pour un job de travail, enfin, qui consiste à travailler sur les marchés. Et on est en concurrence avec les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, et souvent d'ailleurs les meilleures écoles. Donc c'est assez valorisant parce qu'on se retrouve vite avec des postes à travailler avec des X, des MSAE, des centraliens, HEC, etc. Donc ça montre quand même qu'on a un bon bagage technique. Je dirais dans le même sens que Christelle. Si vous devez faire des formations, pas forcément un master en plus. Par contre, si vous avez le courage de vous lancer dans le CFA, tant que vous êtes dans les études, c'est 3 ans, mais ça fait clairement un plus. Et sinon, je pense que ce qui nous manquait, nous, un petit peu, c'était plutôt le côté économique, où moi, j'ai dû apprendre pas mal sur le tas, l'analyse économique. Patrice évoquait les chiffres de l'emploi américain. Il y a une grosse partie du travail d'analyse des marchés financiers qui consiste à comprendre ce qui se passe sur l'économie, l'inflation, les taux d'intérêt des banques centrales, la croissance, la consommation, dépenses publiques, etc. Et voilà, donc ça, mais à la limite, on peut apprendre sur place, enfin, on peut apprendre dans le temps aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous lancer avec un diplôme d'actuaire. Et puis le CFA, vous pouvez le passer une fois que vous êtes recruté de toute façon. Donc, c'est pas quelque chose qui est bloquant pour trouver un job, je pense. Ouais, ça, je rajouterais ça que au niveau technique, l'actuaire, normalement, a pas mal tout. Donc, c'est vrai que de faire un master complémentaire, ça peut toujours rajouter dessus, hein, compléter un petit peu, accentuer et tout. Et après, il y a tout ce qui est réseau aussi. Donc, c'est vrai que pour travailler, surtout sur les premières années, pour arriver à développer son réseau et tout, des fois, des écoles type HEC et tout favorisent beaucoup les choses. Parce que justement, il y a un réseau tellement présent en finance que ça va beaucoup aider. Mais je pense qu'au sein des actuaires aussi, il y en a, mais c'est plus difficile parce que, comme disait Christelle, on est en concurrence avec d'autres formations. Donc, c'est plus difficile. L'effort est plus important pour l'étudiant qui sort pour trouver un emploi et l'emploi qu'il veut et pour arriver à progresser au fur et à mesure. Il y a un autre élément qui est important aussi. Là, on parle pas mal de hard skills. Donc, ce que vous pouvez, par exemple, tout ce qui est économie, corporate, vous pouvez le parcourir avec le CFA. Il y a aussi tout ce qui est soft skills. Et là aussi, quand on se retrouve en compétition avec des écoles de commerce, ils peuvent être potentiellement beaucoup plus près que nous, en sortant des écoles d'actuariat, à des aspects un peu plus marketing. Parce que c'est vrai qu'on se concentre beaucoup quand on est à l'école sur le savoir. Mais ce qui est important quand on rentre dans le monde de l'entreprise, c'est aussi savoir communiquer son savoir. Parce que avoir le bon chiffre, bien penser, c'est quelque chose de bien, mais si on n'arrive pas à communiquer ses idées, malheureusement, ça risque de ne servir à rien. Donc, il y a tous ces aspects-là, un peu plus de soft skills, mais ça aussi, ça s'acquiert avec l'expérience, mais il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir dans ses objectifs de développement, complété par des connaissances côté corporate, macro, mais également avoir en tête qu'il faut développer des soft skills comme la présentation, la prise de parole en public, etc. Alors peut-être que ça s'est amélioré depuis, comme Laurent disait, ça fait déjà quelques années qu'on est sorti. Il y a peut-être des modules, des choses qui sont beaucoup plus développées que ça ne l'était à notre époque, mais en tout cas, nous, et Laurent et Patrice, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'était pas forcément les mieux préparés de ce côté-là. Ok, du coup, on a des questions dans la boîte à discussion. Il y a William qui demandait comment est-ce que vous appréhendez le risque cyber aujourd'hui dans les placements et la gestion des actifs. Donc, je vais demander à Patrice Odo s'il pouvait... Grosse question. Grosse question. C'est pas forcément un risque sur qui va s'appliquer directement à celui qui fait la gestion d'actifs. Oui, il peut toujours se tromper ou whatever. Moi, je sais que j'ai toujours été surpris que quand j'appelais le pitch à Chicago ou à New York pour trader des options, j'avais juste à donner mon nom et à faire une opération et au téléphone en disant vous m'achetez ça et
et en face, il me l'achetait, quoi. Donc, ce risque-là, il est à quel niveau? C'est pour ça. Donc oui, mais ce risque, si on travaille dans une banque, un gestionnaire d'actifs, se faire pirater les portefeuilles et faire des opérations automatiques, peut-être que c'est possible, mais c'est pas quelque chose en termes des personnes qui travaillent dans la gestion d'actifs, on gère ou on a besoin d'appréhender. C'est plus ceux qui s'occupent du risque en interne qui font ça. Merci Patrice. Une autre question. Donc, que pensez-vous du rôle des actuaires dans la gestion d'ETF en assurance vie? Bon, pour le coup, c'est pas la soirée assurance vie, mais je pense plus ALM, assurance vie. Je sais pas, Laurent, est-ce que tu peux répondre par exemple? Oui, je vais essayer d'apporter une réponse. Alors, les ETF, c'est un style d'OPCVM, hein, donc effectivement, il y a plusieurs manières d'investir des OPCVM, enfin des ETF, pardon. En général, ça réplique des indices de marché. Donc, traditionnellement, il y a ce qu'on appelle la réplication physique, c'est-à-dire que si j'achète un ETF CAC 40, moi, je vais acheter les 40 titres du CAC. Et puis, je vais répliquer ça. Et après, il faut animer le marché pour être capable de faire les transactions qui arrivent au cours de la journée. Ou alors, il y a de la réplication synthétique. Et à ce moment-là, je le fais plutôt avec des dérivés ou des swaps de performance. Donc, souvent, ça dépend des entreprises, enfin des sociétés de gestion. Il y en a qui sont plutôt sur une approche ou l'autre. Mais voilà, ça fait appel à la technique, des techniques de gestion, des instruments qui peuvent être soit des actions, soit des swaps ou des instruments dérivés. Alors après, pourquoi l'assurance vie? Ça, c'est peut-être plus une question de… Donc, en termes de gestion, si moi, je gère un ETF, aujourd'hui, en tant qu'actuaire, bon, bah, c'est un style de fonds d'OPCVM. Aujourd'hui, qui fait appel à des techniques, mais voilà, pourquoi pas. Ça peut être un OPCM obligataire, action, diversifié, un ETF, etc. Après, pour ce qui est peut-être dans la question, il y a peut-être la dimension allocation en ETF, en assurance vie. Là, je ne sais pas, Patrice, tu as peut-être plus de réponses que moi, mais pour moi, pourquoi pas. C'est un moindre coût, il y a plein d'avantages de l'ETF. Mais… Tout à fait, c'est un type de gestion. L'ETF, je suis d'accord avec toi, Laurent. C'est-à-dire que soit on investit dans une SICAV ou un ETF, ou même sur les actions, on achète le basket d'actions en face, mais c'est l'outil qu'on utilise pour investir. C'est pas donc en termes d'allocation, ça ne va pas rentrer en compte dans ce sens-là. Par contre, la question intéressante, quand on dit en assurance vie, et c'est vrai que ce soir, ce n'est pas de l'assurance vie, mais pourquoi il y a des actuaires aussi en finance? C'est parce qu'il y a l'assurance vie. Et parce qu'en France, l'assurance vie est un outil de placement. C'est pour ça que les actuaires, au sein d'une compagnie d'assurance, ça va être les premiers à être capables de placer cet argent qui est arrivé au passif, parce qu'ils ont l'expertise d'une formation, on va dire, assurance vie aussi. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont aussi bien placés pour bien comprendre ensuite les contraintes actifs-passifs. Et c'est dans ce sens-là. Sans l'assurance vie en France, il y aurait peut-être moins d'actuaires en finance aussi. Et voilà. Ok, merci. Il y a une question dans le chat. Il y a Ignace qui demandait quel était le rôle de l'actuaire dans la gestion d'actifs passifs et même en finance. Je pense que c'est plus orienté du fait qu'il y ait aussi des profils tels que les quants, les traders ou les structureurs. Du coup, je peux répondre dessus? Oui, oui, vous pouvez répondre. En fait, le rôle de l'actuaire dans la gestion active-passive, parce que là, quand je vous ai présenté ce que la modélisation ALM, il faut savoir que voilà, les actuaires, ils sont présents sur pas mal de domaines. Il y a ceux qui vont développer les modèles, il y a ceux qui vont recéter les modèles, ceux qui vont spécifier ce qu'il faut faire dans les modèles pour que les développeurs puissent développer correctement. Il y a ceux qui vont faire du second regard pour valider la recette qui a été faite, les développements qui ont été faits. Est-ce que c'est cohérent avec la partie d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue, est-ce que c'est réaliste par rapport à ce qu'on ferait dans la vraie vie?
Et aussi, au-delà de ça, l'actuaire, on va dire, quand il fait de la modélisation ALM, c'est plutôt, il va intervenir sur pas mal de sujets. Ça va être de la prod S2, la prod IFRS 17, la prod MCEV. Ça peut être des études ponctuelles pour optimiser soit le rendement que l'on doit aux actionnaires, soit pour optimiser le ratio de solvabilité. Et du coup, le panel d'activité de l'actuaire, il est très large. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. On va dire, on peut être dans la modélisation ALM, mais on peut faire beaucoup de choses en tant qu'actuaire dans la modélisation ALM. Et après, vous aviez parlé des Kant. C'était quoi la question? Ça, j'ai pas. Il demandait plutôt quelle était je regarde la question à nouveau. Quel était le rôle de l'actuaire dans la gestion d'actifs passifs et même en finance? Donc, je pense que c'est plus pour différencier avec d'autres métiers tels qu'un quant, un trader et un structureur. Est-ce qu'un actuaire pouvait travailler en tant que quant ou bien il devait avoir des compétences supplémentaires, En fait, complémentaires on va dire, un actuaire, il peut travailler aussi en tant que Kant. La seule chose qui va se passer, c'est que c'est ce qu'on disait avec les écoles de commerce en finance. Là, pour les Kant, ils vont être en compétition avec d'autres gens qui vont être issus d'écoles d'ingénieurs ou de personnes qui vont être issues de masters spécialisés en quantitatif, comme le Al-Kawi ou le Lorelli. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que c'est vrai qu'on va avoir un beau bagage au début qui peut nous permettre d'entrer en Kant, mais pour solidifier ce bagage-là, et parce que être Kant, c'est avoir un bagage mathématique encore plus poussé que celui d'un actuaire lambda. Du coup, on va dire, il est recommandé de faire au moins un double diplôme, c'est-à-dire un diplôme avec LKWI ou L'Orélie. Ok, merci. Merci Brice. Donc, prochaine question. Donc, l'investissement durable. Est-ce que l'investissement durable est une opportunité d'investissement pour l'assureur, et cela à court, moyen ou long terme? Et si oui, comment s'orienter vers eux et quels types d'actifs sont les plus sensibles à ces critères durables? Alors, je pense qu'il fait dans le rôle de l'assureur, enfin, tous les sujets de durabilité, ça s'inscrit dans le temps. C'est sur des horizons longs, donc c'est assez compatible avec une activité d'assureur. Un assureur a aussi finalement un rôle de financement de l'économie. Donc très clairement, ça fait partie des choses qui sont très importantes. Après, sur la manière de le faire, des actifs sous-jacents, en fait, de manière naturelle, les actions, oui, les obligations, oui. En fait, c'est un peu de partout et maintenant, c'est même devenu incontournable. Alors, je n'ai pas forcément en tête tous les développements qui ont pu être faits en termes de contraintes réglementaires de ce côté-là pour les compagnies d'assurance, mais ce qui est sûr, c'est que côté finance, côté promotion de produits, mais les compagnies d'assurance, c'est pareil, elles sont soumises aussi à l'évolution de la réglementation. Elles doivent aussi se soumettre à certaines règles maintenant, notamment dans la promotion de leurs fonds. Donc, c'est à la fois, oui, c'est une opportunité parce que de toute façon, il y a une évolution dans la manière dont la finance se fait, enfin, notamment poussée aussi par tout ce qui est réglementation et puis aussi l'obligation de répondre à certains critères. Alors, je ne sais pas si Laurent, Patrice, vous, côté Caisse des dépôts, si tu es là. Alors, au niveau de tout ce qui est ESG, investissement responsable, je pense que l'actuaire a un rôle qui peut être très important parce que déjà, c'est des projections à long terme et il y a besoin de faire des projections. Donc ça, c'est encore tout en construction. Hein. C'est quand même des sujets qui évoluent beaucoup ces dernières années. Mais en tous les cas, l'actuaire, même sur la partie financière, il va avoir un rôle justement pour réfléchir à tout ce qui est ces projections. Donc parce qu'il y a des tests qui sont faits pour essayer d'appréhender quels sont les risques là-dessus, aussi bien donc du côté passif ou du côté actif aussi. Et c'est primordial maintenant, je pense, dans une majorité des gestionnaires d'actifs, d'intégrer ces critères-là.
si on prend par exemple vraiment l'allocation d'actifs, aujourd'hui, intégrer des critères ESG, c'est important dans les allocations d'actifs. Est-ce que l'actuaire a un rôle? Alors, je vous dirais bah oui, puisque même au sein de l'Institut des actuaires, on a un groupe de travail sur comment intégrer des critères ESG dans l'allocation d'actifs. Au sein de l'Institut des actuaires, il y a plusieurs groupes durabilité qui étudient tout ce qui est contraintes extra-financières, les reporting, tout ça. Donc, tout ce qui est durabilité ESG, l'actuaire a vraiment son rôle. Et à la fin, dans le pilotage des gestions d'actifs, dans le pilotage des compagnies d'assurance, il va intervenir là-dessus. Ok, merci. Il y a une question. Pouvez-vous nous parler du domaine de l'ALM qui porte sur les GSE, en parenthèse, générateur de scénarios économiques, et les compétences à avoir pour y travailler? Je vais laisser peut-être Christelle nous répondre. Alors, c'est pas ma compétence, pour être transparente. Je pense que ça fait référence à des scénarios qui sont demandés par la CPR, hein, c'est ça, pour les compagnies d'assurance. Donc, je pense que c'est plutôt, en tout cas, c'est pas du tout dans mon domaine de compétence. Ça va être Brice plutôt. Du coup, pour les ESG, c'est, on va dire, c'est quoi un ESG? C'est un générateur de scénarios économiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, quand vous faites vos calculs indicateurs comme le best estimate qui va être la meilleure estimation du passif, comme la PVP qui va être la valeur actualisée des profits futurs, vous avez besoin de ces ESG parce que vous avez besoin de simuler les différents flux sur plusieurs simulations et afin d'estimer la meilleure estimation de ces différents indicateurs. Je ne vais pas aller plus loin pour ne pas perdre les gens, mais on va dire ceux qui construisent ces ESG et qui travaillent dessus pour faire des tests de martingidité, des contrôles, ou même qui construisent des scénarios économiques, c'est des personnes qui sont plus ce qu'on appelle dans la finance quantitative. Et du coup, ces gens-là, finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ceux qui vont, c'est ceux qui doivent avoir un bagage en plus que celui d'actuaire avec l'Aurélie ou le LKW, parce que ça nécessite plus un bagage mathématique qui est beaucoup plus poussé que celui qu'on pourrait avoir en actuariat. Et après, pour les ESG, ce qu'il faut savoir avec le lien avec la modélisation ALM, c'est juste des inputs pour nous. Et du coup, il y a des gens qui vont travailler sur les scénarios économiques et les personnes comme moi qui travaillent en modélisation ALM, ils reçoivent ces scénarios économiques, on les met en input et après on lance les calculs. Il faut juste qu'on sache à l'intérieur comment ça a été calibré, qu'est-ce que ça signifie, est-ce qu'il y a eu une hausse de taux, est-ce qu'il y a eu une baisse de taux, une variation du CAC, une volatilité sur le CAC, comment ça a été calibré. Mais on va dire comment ça a été construit. Moi, en tant que quelqu'un qui travaille dans la modélisation ALM, c'est pas vraiment de mon domaine, c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt en Kant qui va le faire. Merci Brice. Alors, je vais vous demander de peut-être faire des réponses un peu plus concises dans la suite du webinaire parce que c'est vrai qu'on a encore pas mal de questions dans le chat. Donc, prochaine question, faudra-t-il un numéro ORIAS pour pouvoir exercer la finance gestion de fonds? À titre personnel, non. Hein. Ça, c'est des numéros, sauf si vous voulez créer une société de gestion, mais ça, c'est des numéros pour les sociétés, pour s'enregistrer en tant que société, mais à titre personnel, non. Très bien, merci Laurent. Enfin, moi, j'en ai pas en tout cas. Alors, prochaine question. Concernant la compétition avec ceux qui sortent de grandes écoles de commerce, comment parviennent-ils à travailler en gestion d'actifs alors qu'ils n'ont pas de capacité technique? Alors, il ne faut pas les sous-estimer. Quand on a fait l'ESSEC, on a des compétences techniques qui peuvent être assez poussées. Il y a une époque où certains ESSEC passaient à côté un diplôme d'actuaire. Il y a des formations. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas?
D'accord. Donc voilà, donc en fait, quelqu'un qui sort d'une école de commerce, il y a certaines écoles qui sont quand même d'un très bon niveau et le niveau technique peut être assez important. En revanche, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que l'école d'ingénieur, ça va plutôt du côté gestion obligataire, produits dérivés, structurés, parce que justement, il y a cet aspect technique. Et les actuaires, ils vont plutôt de ce côté-là aussi. Les écoles de commerce, ils ont plutôt tendance à aller côté gestion-action, parce que c'est la finance corporate. Et donc, l'analyse action ressemble plus à cette dimension-là. Donc, ça, c'est dans les grandes lignes. Après, il y a toujours des gens qui passent d'un côté de l'autre. Mais si on doit regarder un petit peu, on va plus retrouver les écoles de commerce côté gestion-action, finance corporate, et puis école d'ingénieur et actuaire côté technique. Donc, c'est plutôt de la gestion obligation, des produits structurés, avec le côté technique, des instruments qu'on va devoir utiliser. OK, merci. Il y a une prochaine question. À votre sens, est-il plus difficile de faire la passerelle assurance puis banque, finance ou l'inverse? C'est une très bonne question. Et ça revient un petit peu à cette concurrence. Quelqu'un qui commence en assurance, pour ensuite aller en finance, il aura un peu d'expertise d'assurance, hein, donc ça peut apporter, mais il risque d'être un peu, comment dire, ça va être difficile de s'imposer face à la concurrence qui est en face de lui. Quelqu'un qui a fait de la finance et qui veut retourner en assurance, là, il peut justement avoir la double compétence et donc apporter un plus à ceux qui sont déjà en assurance. Je pense que c'est peut-être comme ça qu'on peut le voir. Après, je suis complètement d'accord avec Patrice. Si la question se rapporte au stage, un stage, c'est pas non plus complètement déterminant. Après, si vous faites 3 stages en finance, c'est sûr que ça va vous ouvrir plus facilement des portes pour continuer en finance, parce que pour postuler, vous pourrez prétendre un peu d'expérience. Mais voilà, vous pouvez profiter des stages pour faire un peu des deux. Et si vous cherchez un peu votre voie, voir ce qui vous intéresse. C'est pas, ça vous met pas sur une voie définie complètement finalement. Mais après, une fois que vous commencez, je suis d'accord avec Patrice. Merci Laurent. Prochaine question, donc, que pensez-vous de la norme IFRS 17 mise en vigueur en 2023 dans la gestion du bilan? Je sais pas, Brice, est-ce que tu peux répondre? En fait, c'est la question, je n'arrive pas trop à la comprendre, parce qu'en fait, la norme IFRS 17, c'est plutôt une histoire comment dire, c'est une histoire de résultats, de compte de résultats, et je vois pas c'est quoi le lien avec la gestion du bilan. En fait, il y a un lien, on va dire, techniquement parlant, il va y avoir une nouvelle provision qui va être faite côté passif, parce que voilà, on va créer ce qu'on appelle la CSM, chose qui n'existe pas dans d'autres normes. Et c'est une provision qu'on va relâcher au fil du temps et tout. Mais après, je ne suis pas sûr que c'est vraiment ça la question. Et c'est pour ça que je préfère ne pas trop répondre pour être sûr que de pas répondre à côté. Ouais. OK, il y a une question. Pensez-vous qu'il est obligatoire de connaître parfaitement les produits financiers pour travailler dans la gestion d'actifs, particulièrement pour le calcul des SCR marchés? Pour le calcul des SCR. SCR, des ratios, d'accord. Okay. En fait, il faut connaître ce qu'est un produit dérivé, un minimum, mais après, faut pas non plus. Faut connaître la base pour pouvoir le calculer. Mais après, c'est pas pour autant qu'on doit avoir des connaissances vraiment poussées de comment c'est valorisé et tout pour pouvoir le calculer. Ouais. Et les calculs la connaissance des calculs de SCR, c'est utile pour un profil qui va travailler, par exemple, en société de gestion, pour travailler sur des solutions d'investissement pour des assureurs.
Après, tout à l'heure, Laurent décrivait un peu les différents profils, différents types de clients avec lesquels on travaille. Ça peut être des assureurs, ça peut être des comptes de tiers type fonds de pension, banque centrale, etc. Et donc, en fait, les besoins de ces clients-là peuvent être différents. Un assureur, notamment en Europe, il y a Solvency II, et donc il y a cette contrainte de SCR. Donc là, oui, quelqu'un qui veut travailler dans ce domaine-là en particulier, ce sera utile. Mais sinon, ce n'est pas forcément nécessaire. Après, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de calculs aujourd'hui qui sont faits par des outils, des machines, des outils qu'on a à disposition, hein, des logiciels en finance, sur Bloomberg. Enfin voilà. Donc, à moins d'être vraiment dans la création de produits financiers, par exemple, où il va falloir poser des formules. Sinon, les formules, elles vont être toutes faites. Aujourd'hui, on fait plus, nous, des calculs de duration, des choses comme ça. Par contre, il faut comprendre la formule. Donc, en fait, il faut connaître la formule pour comprendre le résultat, savoir pourquoi il change dans un sens, dans l'autre. Et donc, c'est ce recul-là qu'il faut avoir. Mais la formule en elle-même, on l'utilise pas trop pour la rentrée directement. Enfin, ça dépend des systèmes, mais... Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais, il faut connaître à quoi correspondent ces produits financiers, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut connaître vraiment comment c'est totalement bien valorisé, une formule mathématique qu'ils ont derrière. Voilà. C'est parce que il faut juste comprendre comment les chiffres ils varient, pourquoi ça varie de telle façon ou telle autre façon. Merci. Prochaine question. Donc, quels sont les produits structurés les plus demandés par les assureurs? Alors, nous, ce qu'on voit, la demande des assureurs, c'est-à-dire, en fait, on travaille avec des réseaux bancaires, hein, du groupe Crédit Agricole, et donc qui vendent des contrats d'assurance vie dans lesquels ils vont proposer ce qu'on appelle des unités de compte, c'est-à-dire des supports d'investissement pour leurs clients. Ce que les réseaux bancaires aiment beaucoup vendre, c'est des supports d'investissement avec un capital garanti et une indexation, par exemple, sur un marché action. Donc, voilà, vous investissez 1000 euros, on vous garantit que vos 1000 euros, vous ne perdrez pas. Et puis, vous allez encaisser au bout de 5 ans 75% de la hausse du CAC 40, par exemple, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est très facile. Ça se vend beaucoup. Alors, ça se revend à nouveau grâce à la hausse des taux. Ça s'est un peu moins vendu pendant pas mal de temps parce que la garantie coûtait quand même un petit peu cher. Et puis, c'était pas évident de structurer ce genre de produit pour plein de raisons. Donc, il y a eu une traversée du désert, mais ça s'est fait beaucoup, ça se fait à nouveau et ça se vend beaucoup parce que c'est simple à expliquer. Il peut y avoir après des produits structurés beaucoup plus complexes qui sont faits pour comme disait Christelle par exemple, ou peut-être Patrice, des besoins spécifiques d'assureurs, de fonds de pension, qui ont besoin dans leur allocation d'actifs, qui ont un besoin spécifique pour couvrir un risque de réinvestissement, par exemple, des choses comme ça. Et donc là, on peut aller sur des produits beaucoup plus complexes, mais en général, ils sont personnalisés. C'est-à-dire que ce pas des produits qu'on va vendre dans des maisons, des particuliers. Donc ça peut aller très loin. Ok, merci. Il y a une question. Est-ce qu'il vous arrive souvent d'utiliser des actifs comme les options barrières? Si oui, comment les utilisez-vous? Alors nous, on utilise des options, mais il faut savoir qu'il y a une nécessité quand on est dans la gestion d'OPCVM, comme c'est mon cas pour la plupart des produits qu'on vend et des fonds qu'on gère, c'est ce qu'on appelle la liquidité. C'est-à-dire qu'on a une valeur tous les jours. On doit être capable de donner une valeur d'une part d'un fonds à nos clients. Si un client veut acheter une part aujourd'hui, on doit être capable de lui donner la valeur de cette part, demain pareil, etc. C'est ce qu'on appelle la liquidité. C'est-à-dire qu'il peut rentrer, sortir tous les jours. Cette liquidité-là, comme on l'offre à nos clients, nous, on doit l'avoir dans les produits dans lesquels on investit. Et on n'investit que dans les produits liquides. Des options à barrière, des options, ce qu'on appelle standard, c'est-à-dire vanille, pour utiliser le mot classique. C'est des options qui sont traitées sur les marchés et ce n'est pas des options qui commencent à avoir des subtilités type à barrière, etc., dans tous les sens. Donc, nous, on s'en tient à des instruments assez standards, finalement, des options classiques, soit sur des valeurs simples, soit sur des indices. Après, on peut faire différentes choses. Mais quand on rentre dans les subtilités, là, ça va plus rentrer
dans l'intérêt d'investisseurs institutionnels, assureurs, fonds de pension, éventuellement produits structurés, réseau bancaire peut-être, si ça correspond aux produits. Mais en gérant de PCVM, on va assez peu utiliser ce genre d'instruments. Des options, oui, mais pas à barrière ou désactivantes ou je ne sais quoi, etc. Merci Laurent. Question suivante. Quels sont les langages de programmation à maîtriser pour faire de l'actuariat financier en général? Je pense que ça évolue beaucoup. Et nous, on en a connu plusieurs. Je pense qu'à une époque, il y avait du VBA, il y avait du C++, il y avait du R, il y a du Python maintenant. Donc, je pense que suivant avec qui vous allez travailler, peut-être que vous allez en rencontrer différents en fonction des équipes et des groupes que vous allez rejoindre aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est l'adaptabilité, je pense. Et c'est pas vrai qu'il y en a un seul que vous utiliserez au cours de votre vie. Vous devrez certainement évoluer et peut-être même qu'à un moment donné, il y a une IA qui vous fera votre code. Vous aurez même plus besoin de connaître le langage de programmation en arrière, quoi. Voilà. Mais Brice, je ne sais pas, peut-être que vous faites des choses un peu plus En techniques fait, là-dessus. Qu'est-ce que vous les utilisez? plus qu'on utilise, c'est ça. Après, on a aussi parce que nous, en modélisation ALM, on utilise aussi des outils un peu internes. C'est des logiciels qui existent. Et ces bouts de code-là, on va dire, c'est des langages que vous ne verrez jamais, peut-être pas en cours. Et du coup, c'est des choses que vous allez apprendre sur le tas. Du moment que vous avez une tête bien faite, que vous savez comment coder, que vous connaissez la base de programmation, après, vous allez toujours vous en sortir parce qu'il y aura toujours une base de modèle qui est déjà construite. Et après, au bout d'un moment, c'est s'approprier du modèle et essayer de voir comment on pourrait rajouter des bouts de code pour que ça fasse qu'est-ce qu'on a envie. Et c'est vraiment, il y a des langages de programmation que vous allez apprendre en cours, il y a des langages de programmation que vous allez découvrir dans le monde du travail et voilà, vous allez apprendre sur le tas et demain, il y aura, comme la Patrice disait, demain, peut-être vous aurez d'autres nouveaux langages qui vont apparaître. Voilà. Ok, merci. Il y a une question. Quelles sont les perspectives d'évolution de carrière dans la gestion d'actifs en étant actuel? Vaste. Ça peut être continuer à évoluer sur des métiers techniques, c'est monter en termes hiérarchiques. Par exemple, Laurent, il est CIO, évoluer sur des fonctions plus commerciales, parce que c'est vrai qu'aussi à un moment donné, quelquefois, on a envie de sortir peut-être un peu de la partie technique et justement d'aller la vendre à des clients. Et puis, dans l'univers des sociétés de gestion d'actifs, on a des actuaires, notamment ISFA, qui sont à la tête de sociétés de gestion. Je pense par exemple à Patrick Rivière, qui est à la tête de... J'ai oublié le nom, mais peut-être que Laurent l'aura en tête. La Française des Placements, voilà. Donc, tout est ouvert. Merci Christelle. Prochaine question, donc un peu plus générale. Quelle est la partie de votre métier qui vous intéresse le plus? Alors, c'est une très bonne question. Parce que pour l'anecdote, un jour, je recevais une stagiaire en entretien et qui me dit à la fin, je lui demande s'il a une question à me poser, elle me dit oui. Elle me dit, je vois que ça fait déjà longtemps que vous faites ce métier-là, ça va faire 20 ans ou 25 ans. Elle me dit, qu'est-ce qui fait que vous êtes encore dans ce métier-là? Pourquoi vous n'en avez pas marre, quoi, en gros? Et je pense que, en fait, on a la chance, alors en tant qu'actuaire, hein, de manière globale, je pense générale, et c'est le cas en particulier en finance, mais de travailler sur une matière qui est complètement mouvante et qui demande de se poser des questions en permanence. C'est-à-dire qu'on est sur le suivi de l'économie, le suivi des marchés financiers, comprendre ce qui se passe, analyser, essayer d'anticiper, c'est un peu le principe de l'actuaire, justement, qu'on est en contact de gens qui sont brillants, donc on apprend énormément, on a toujours des experts avec nous, autour de nous, en termes on l'évoquait, de langage de programmation, d'instruments financiers, ça bouge tout le temps également. Donc, en gros, on ne s'embête pas, il n'y a absolument pas de routine.
Des fois, on en aimerait bien un petit peu plus, mais voilà, sur les marchés, vous avez vu, on passe de crise en crise. Il y a des périodes où il n'y a pas de crise, ça va un petit peu mieux. Et puis voilà, donc ça demande beaucoup d'adaptation, de trouver des solutions, et c'est ça qui est assez passionnant, moi, je trouve. Ouais, pour appuyer un petit peu le propos de Laurent, c'est vrai que on apprend très rapidement à l'école qu'on ne peut pas vraiment prédire les marchés financiers, où c'est que ça va aller, si ça va monter, si ça va descendre. Et pourtant, c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc, aussi bien les gérants que ceux qui sont en ALM, tout ça, en allocation d'actifs. On ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne savait pas qu'il y avait une pandémie. On ne savait pas qu'il allait y avoir 10% d'inflation. Tout ça, on est incapable de le prévoir. Mais on a besoin de gens quand même qui ont une tête assez bien faite, dans laquelle ils vont essayer de se projeter et d'essayer de dire, bon, bah, voilà où c'est qu'on devrait aller. Donc, c'est pour ça qu'on fait quand même des projections. C'est pour ça qu'on fait quand même des investissements. Parce qu'avec toute l'information qu'il y a tous les jours, qui change tous les jours, eh ben, on essaye de prendre la meilleure décision qui va nous permettre justement de passer un peu au travers de toutes ces crises-là. Et tout ça, ben, il y a besoin un peu de modélisation, il y a besoin d'apprendre et tout. Et à la fin, c'est ça qui est passionnant. C'est que chacune des crises, on ne l'a pas forcément vu venir. Des fois, il peut y avoir des brides, ah oui, mais voilà. Et comment ça réagit tout ça, et ça bouge tous les jours. Tout à l'heure, je vous parlais des chiffres d'emploi à 8h30 aux États-Unis, quand on est en Amérique du Nord. C'est aussi la crise Covid. Quand, en fin février 2020, il y a Covid, qu'on se dit qu'est-ce qui se passe en Italie et tout, personne ne savait que 2 semaines plus tard, le CAC 40 allait avoir reculé de 30 ou 40%. Personne. Et personne ensuite pensait que ça allait remonter. Et tout ça, c'est à la fois passionnant parce qu'on essaye de le piloter, on essaye de le prévoir. Et à chaque fois, on essaie de s'adapter, on découvre toujours des nouvelles choses. Pour appuyer Laurent et Patrice, du coup, moi, tu vois, la modélisation LM, c'est vrai que ce qui me passionne vraiment, c'est, voilà, on apprend toujours des nouvelles choses et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est, moi, j'ai eu la chance, moi, c'est comme ça que je le vois, j'ai eu la chance d'avoir connu un environnement de taux bas. Durant ces moments-là, on nous a demandé de trouver des leviers de pilotage qui permettraient d'optimiser nos ratios, nos rendements et tout. Aujourd'hui, on est dans un environnement de taux qui commence à devenir de plus en plus élevé. Et là, on se dit, les leviers qu'on a réfléchis jusqu'ici, finalement, ça marche pas dans ce tel environnement. Et du coup, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, quoi? Et du coup, c'est toujours être dans cette réflexion de toujours trouver une nouvelle solution face à l'environnement économique qui est toujours en train de bouger. Voilà. Et l'actuaire, justement, je pense vraiment que dès sa formation, il est impliqué là-dedans parce qu'on a justement cette formation d'assurance en arrière, de se dire comment on fait pour s'assurer pour les prochaines années. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, Laurent parlait de produits avec une garantie sur le capital. Vous voyez, toujours, il y a ce besoin-là quand même de rassurer les gens pour essayer donc d'avoir un expert qui est capable d'expliquer et de s'assurer que les gens vont être assez confiants dans leurs investissements. Très bien, merci beaucoup. Alors, prochaine question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'actuaires qui se dirigent vers la finance? Alors, ce n'est pas la majorité. Nous, avec la promo de Laurent, on a été plutôt une promo, on a été finalement assez nombreux, je crois qu'on était presque un tiers de la promo, mais de ce que je comprends, c'est plutôt plus bas que ça. Parce que moi, dans ma promo, ils étaient que 3 grands max, une promo de 25 personnes. Du coup, ça dépend des années, mais c'est pas là non plus la majorité. Mais je pense que ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire que le diplôme d'actuaire, il prépare un poste d'actuaire qui est bien spécifique en assurance. Donc en assurance, il y a un poste d'actuaire qui existe, il y a un rôle de l'actuaire. Alors qu'en finance, c'est pas le cas. En finance, il y a un poste
d'allocataires d'actifs, de gérants de portefeuille, et qui est ouvert à plein de formations différentes. Donc, on est en concurrence avec pas mal d'autres formations, en fait. Donc, c'est vrai que ça, quand on est actuel, on a tendance à aller peut-être naturellement côté assurance, là où il y a un profil qui correspond exactement à la formation. Merci Laurent. Et je pense qu'on va prendre une dernière question avant d'arrêter le webinaire. Donc, l'actuaire peut-il être gérant de fonds? Non. Oui. Je confirme. Je confirme également. Avec Christelle, on confirme. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, en général, on commence par une période de formation. Donc, on n'arrive pas à gérant de fonds directement. C'est ce que je disais, quel que soit l'âge, mais il y a une période de préparation, de formation un peu dans la société au cours de laquelle on est assistant en gérant. Et c'est là qu'on travaille avec les gérants pour voir comment ça fonctionne, comment ils analysent, connaître les produits, voir comment ça se passe. Puis en fonction de notre évolution, en 2 ans, on devient gérant et on a des portefeuilles, on a des clients. Alors, c'est toujours un travail d'équipe, hein, donc on n'est jamais livré à nous-mêmes. Ce n'est pas du tout le but. Donc, ça reste un travail d'équipe. On met en place des stratégies, on ne fait pas ce qu'on veut non plus dans son coin. C'est des stratégies qui sont décidées en équipe. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Par contre, on va voir le client, on lui explique ce qu'on fait. En général, on a un petit peu quand même il y a un petit peu de personnel dans la manière de gérer, de construire le portefeuille, ce qui fait qu'on peut avoir plus de réussite que le voisin. Donc voilà, et on est jugé assez rapidement, selon l'horizon d'investissement, sur des OPCVM, sur des fonds. Tous les jours, on voit la perte. Donc tous les jours, on sait si on gagne de l'argent ou pas. Enfin, globalement, pour le client. Hein. Après, il y a des gestions pour compte propre, mais là, si on parle de gestion de fonds, c'est pour le compte de clients tiers. Mais oui, on peut être gérant de fonds. Ouais. C'est d'ailleurs pour beaucoup d'actuaires, une orientation assez naturelle. Super, merci Laurent. Je pense qu'on va arrêter là le webinaire. Donc, je vous remercie tous les participants, tous ceux qui sont venus assister pour votre présence, et je remercie également donc l'ensemble de nos intervenants qui, pendant 1 heure, ont su répondre aux questions de façon tout à fait claire. Merci également à Samuel Sioui pour l'organisation du webinaire. Et donc, je vous rappelle également que demain se tient la dernière soirée, la 5e soirée de l'Actuarial Week, excusez-moi, qui sera sur le thème des carrières internationales, et je vous invite très fortement à y participer. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, et puis bye bye. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.